Salut toi! Aujourd'hui, j'introduis un vlog. Il faut savoir que actuellement, je suis en panne de lecture. Du coup, je n'arrive plus à lire de romans ou alors très lentement. Ce qui fait qu'à la base, j'avais prévu de faire un vlog sur 4 livres des éditions Plume Blanche. Et en fait, je lis tellement lentement que je le ferai plus tard. Je le ferai dès que je me remettrai vraiment à lire. Mais j'avais quand même envie de faire un vlog et je sais que je parle beaucoup plus de romans que de graphiques. Mais comme actuellement, je n'arrive à lire que des graphiques, j'ai décidé de faire un vlog sur ma relecture de la saga Nana, que tu vois ici, écrit par Ai Awazawa. Je l'ai découvert, je crois que j'étais en 5e. Donc c'était il y a super longtemps, parce que j'ai 33 ans. Donc la 5e remonte à il y a un petit moment. Il faut savoir que Nana, je ne l'ai pas relu adulte. À partir de la 5e, je l'ai lu jusqu'à la sortie du dernier tome. Je sais plus quand est-ce qu'est sorti le dernier tome, mais je devais être au lycée du coup. C'était une grosse partie de mon adolescence, Nana. Ça fait une grosse partie de mon identité, parce que j'étais ce qu'on appelle une fan hardcore de Nana. C'est-à-dire que dans mon agenda, t'avais des images de Nana, j'avais des citations de Nana partout, sur ma trousse, tout ça. J'ai vu l'animé, je sais pas combien de fois, j'ai vu les live action, je sais pas combien de fois. J'étais vraiment une mordue. Faut savoir que Ai Awazawa, malheureusement, est tombée malade après la publication du tome 21. Donc, il faut savoir que Nana n'est pas une saga finie, parce que le tome 21 n'est pas la fin. Et la fin, on ne sait toujours pas si on va la voir un jour ou pas. Et il faut savoir que moi, je m'étais toujours dit, en éternel optimiste que je suis, je me suis toujours dit, je ne relirai pas Nana tant que Ai Awazawa aura pas sorti le tome 22. Je vais attendre, ça va arriver un jour, je relirai Nana quand elle aura sorti le tome 22. Je n'ai pas arrêté d'y croire, hein. J'y crois toujours encore, au fait que Ai Awazawa finisse par nous sortir une fin à Nana, mais ça fait des années que j'ai très envie de relire Nana, que je me retiens en me disant ça va arriver le tome 22, et en fait là, balais au vert, je veux relire Nana. Donc je fais un vlog sur ma redécouverte d'une saga dont j'ai été une fan hardcore, voir ce que j'aime toujours, voir les souvenirs que j'en avais, parce que j'ai pas une bonne mémoire, ce qui fait que même si je les ai lus plusieurs fois à l'adolescence, il y a plein de choses que j'ai probablement oubliées. Je vais redécouvrir et je vais partager ce moment de redécouverte avec vous. Mon manga préféré de l'enfance, j'ai tellement hâte de le redécouvrir. Salut toi! Aujourd'hui, j'ai beaucoup de temps, ce qui est assez rare ces derniers temps pour le coup. Je vais commencer bien sûr avec le tome 1. Regardez-moi comme il est beau. Ma ville natale est une ville ni grande ni petite, entourée de montagnes. Ce n'est ni un village ni une métropole, et elle n'a aucun intérêt touristique. Je suis la cadette d'une famille de 3 enfants, délaissés par des parents ni riches ni pauvres. J'ai grandi peu à peu et je vais bientôt quitter le lycée et cet état de banale lycéenne. Regardez, je vous montre, c'est juste la toute première illustration. J'adore, trop belle. Je fangirl déjà. Je meurs. Alors, du coup, je suis au tout début. Je pense que je vais plus ou moins te raconter ce qui se passe dans le tome 1. Mais après, je te dirai plus rien. Enfin, dans les autres tomes, je vais juste te dire mon ressenti, mais pas du tout te raconter. Ça se trouve, je vais changer d'avis. Mais là, on est vraiment, tu vois, j'ai lu 3 pages, quoi. Donc, on suit une meuf qui s'appelle Nana. On la découvre dans une voiture avec un mec visiblement plus vieux qu'elle, parce qu'elle est lycéenne. Et le mec lui dit, globalement, qu'il est muté à Tokyo et que du coup, il doit se barrer. Et ils ont passé du bon temps, mais ciao! Un beau petit connard. Et Nana se retrouve à pleurer dans les toilettes du lycée et une de ses copines arrive et la super pote, au lieu de la réconforter en mode oh ma petite chérie et tout, elle là en vrai tu savais, tu vois, tu sais que tous les mecs beaucoup plus âgés ils prennent les lycéennes comme des mouchoirs là à jeter, ils les utilisent pour faire le sexe et après ils les jettent. Et donc du coup elle est en mode tu savais comment ça allait finir meuf. Déjà super pote, tu vois, alors que Nana elle est en pleurs dans ses bras, tu vois. Et en plus apparemment le mec était un petit peu riche et du coup elle se permet de lui dire en plus meuf t'as vraiment mal joué parce que t'aurais dû profiter de sa thune un maximum. Alors que Nana elle est en mode en vrai j'ai même pas profité, juste un peu de sa thune, tu vois, j'ai rien pris du tout. Enfin bref, je me suis fait niquer dans tous les sens du terme. Et la phrase qui m'a fait rire c'est du coup donc la pote qui dit pour un daron toutes les lycéennes sont des kogarous. Nana qui répond Monsieur Asano, c'est pas un daron, il a que 29 ans. Et sa pote qui lui répond pour une lycéenne, tous les mecs en costard sont des darons. Voilà, ça m'a fait rire. Ah, mais qu'est-ce que ça m'a manqué, j'adore. Je suis toujours sur la même double page, et là, à la fin de la double page, Nana, cette drama queen. Donc sa pote lui dit, en vrai, c'est vachement bien Tokyo et tout. Moi-même, j'aurais dû postuler pour aller dans fac d'art à Tokyo, genre, ça aurait été mon rêve. Et Nana qui lui répond, attends, je cite, si toi aussi tu pars à Tokyo, June, moi, je ne pourrais plus vivre. Quel drama queen. J'adore Nana. Je les aime toutes les deux, mais on en reparlera quand j'aurai fini ce tome-là, parce que de toute façon, mes souvenirs remontent à très loin, donc je m'en souviens peut-être très mal. J'adore Nana, cette drama queen. Du coup, on nous présente complètement en quelques pages le personnage de Nana Komatsu. On remarque
clairement que c'est une meuf fleur bleue, tu vois, qui ne vit que pour l'amour, qui a des coups de foudre à répétition et qui en pense visiblement pour les mecs plus âgés, tu vois, genre tous ses crushs, tu vois, c'est toujours des mecs plus âgés qu'elle a rencontrés, genre, tu vois, elle a croisé leurs regards et oh, je suis amoureuse. Enfin voilà, c'est un cœur d'artichaut, elle tombe amoureuse hyper facilement. On remarque aussi juste avec une phrase que elle est tellement dans ce côté de vouloir chercher l'amour pour l'amour qu'en fait ça s'en bat complètement les ovaires du reste. C'est-à-dire que, bah par exemple, le mec en question là qui se part pour Tokyo, elle dit qu'elle remarque direct qu'il a une alliance. Lui, il lui dit rien, hein, il lui dit rien, mais il a pas enlevé son alliance. Elle remarque qu'il a une alliance et elle s'en fout, elle va quand même essayer de rentrer en date avec. Bon, après le mec, il s'en bat les couilles aussi. Il fait des trucs avec Nana sans trop se soucier du coup de sa femme. Donc franchement, c'est hyper efficace et on remarque aussi, et c'est pour ça que j'adore Ai Awazawa, c'est que direct, on est avec son humour qui est extrêmement... J'adore l'humour d'Ai Awazawa. Les personnages, on rentre en empathie mais en 2 pages, juste parce que elle a ce truc d'humour qui est... Je sais pas comment décrire ce truc-là. Elle a une façon de créer des conversations qui ont l'air réalistes. C'est-à-dire qu'on passe d'un sujet à un autre vraiment comme ça, tu vois. Genre, je te disais tout à l'heure, je t'ai laissé sur Nana qui disait « Oh mon Dieu » à sa pote là, « Oh mon Dieu, si tu vas à Tokyo, je ne pourrai plus vivre et tout, drama queen. » Et après, elle a vraiment enchaîné en mode « Cela dit, Tokyo, c'est vachement bien. Il y a des grands magasins, on peut faire les boutiques, c'est vachement cool. » Sa pote, elle était là « Ouais, moi j'aimerais bien changer de coupe de cheveux. » Enfin, tu vois, vraiment, on passe du coq à l'âne. Et en même temps, c'est intéressant, tu vois. On passe pas sur des trucs... Enfin, je sais pas comment dire. C'est trop bien, Nana. Putain, la copine, comme elle balance! Bon, attends, je te fais un petit update. Nana, elle arrive dans une nouvelle école d'art, là, toujours avec sa pote, hein, June. J'adore vraiment sa pote, hein, vraiment. Bien sûr, elle est en mode, ouais, en plus, c'est une école mixte, donc du coup, je vais pouvoir rencontrer des mecs. Sa pote, elle est... En fait, tu t'es inscrite dans cette école juste pour rencontrer des mecs. Nana, elle est, non, mais pas du tout, je comprends pas ce que tu veux dire. Sa pote est là, ouais. Nana, elle est vraiment en mode, non, mais t'inquiète, plus de coups de foudre, c'est fini. Oh, un beau mec! Voilà, donc elle croise le regard de Shoji, qu'elle trouve, ma foi, fort sympathique. Shoji arrive vers elle, elle est en mode « Oh mon dieu, pourquoi elle vient vers moi? Mon dieu, mon dieu !» Et en fait, il se trouve que c'est un pote du collège de June. Donc Nana est un petit peu dépitée parce qu'elle se dit « Comme il est beau, forcément c'est la chasse gardée de ma pote June qui est elle aussi célibataire. » Donc elle est en mode « Oh, je te le laisse, hein, j'ai compris, même si moi je le trouve quand même pas mal mignon. » Et June est là « Mais de quoi tu parles en fait? Moi, j'ai plein de potes mecs en fait. » Et Nana est là « Mais moi j'ai jamais eu de potes mecs. » June, elle est en mode « Ouais, mais c'est normal parce que tu considères tous les mecs comme des mâles, comme des proies potentielles, donc forcément t'as pas de potes mecs. » Et Nana, elle est là oh, « C'est peut-être ça mon problème. Il faut absolument que j'ai un pote mec. » Donc elle décide comme ça, fissa, de devenir pote avec Shoji, hein, qui a rien demandé, tu vois. Et du coup, June invite Shoji et le poteau de Shoji qui s'appelle Kyuzuke, qui est plutôt mignon aussi, mais bon, Nana, elle s'en fiche un petit peu de Kyuzuke. Elle les invite tous les deux à boire des bières chez elle. De là, au départ, Nana, elle est un petit peu en mode je sais pas trop comment faire, j'ai jamais eu de pote mec, je sais pas trop comment me comporter. Du coup, elle se dit bon, je vais boire, du coup, ça va me désinhiber. À ce moment-là, elle raconte toute sa life, ce qui fait mourir de rire Shoji. À un moment, elle se barre pour aller se coucher, et il reste plus que June et Shoji dans la pièce, parce que Kyuzuke s'est endormi sur le canapé, tu vois. June, la super pote, demande comme ça, de but en blanc, à Shoji. En vrai, avoue, Nana, elle te plaît. Avoue. Il est en mode, ouais, en vrai, elle me plaît quand même pas mal, mais... Moi, je sais pas si c'est réciproque, tu vois. June balance comme ça, au calme. Oh, mais la première fois qu'elle t'a vu, elle a dit putain, le beau gosse! Enfin, franchement, tu fais pas ça. Je veux bien que tu vas arranger des bails, tout ça, là, je comprends bien, mais Nana, pour une fois, elle était partie déjà en mode pour devenir pote avec Shoji, même si c'est très compliqué, elle sait pas trop comment faire, elle essayait, tu vois, elle était dans une tentative de quelque chose. Et toi, tu viens casser ça en allant balancer au mec. Franchement... Vous deux, bisous. J'aimerais pas avoir une pote qui fasse ça, en tout cas sans mon accord. J'ai fini la partie sur Nana Komatsu, parce qu'après c'est Nana Osaki, j'ai hâte. J'adore. Comme dans mes souvenirs, effectivement, il y a des mecs qui disent des choses un petit peu problématiques, mais ça les rend humains, parce que de toute façon, même Nana, les deux Nanas, hein, même si là je vois qu'une seule des Nanas, les personnages de Ai Awazawa ne sont pas parfait. Et c'est voulu, et c'est très bien fait, et du coup, ce qui fait que t'as certains mecs qui sont un petit peu des clichés
du mec gentil, tu vois. Et en fait, ils ont quand même des comportements, je sais pas, ils craquent en accusant l'autre personne, enfin voilà, des comportements pas très appréciables, on va dire. Et c'est marrant parce que du coup mes souvenirs sont très flous, mais je sais ce qui va se passer là pour tous nos personnages qu'on suit. Je sais pas, j'aime bien revenir à la base et voir des choses, il y a des signes, il y a un petit peu des signes avant-coureurs de ce qui va se passer déjà dans cette partie-là, et du coup c'est cool. Et je suis aussi contente parce qu'il me semble que quand j'étais en 5e, pour le coup quand j'ai découvert, j'avais bien aimé le tome 1, mais c'est vraiment à partir du tome 2 que j'avais commencé à vraiment kiffer de ouf. Et là, je suis rentrée vraiment dedans, mais directement, instantanément. Donc je vais enchaîner sur la partie de Nana Osaki. J'ai fini le tome 1 de Nana. Nana Osaki, elle est chanteuse dans un groupe de rock. Elle est amoureuse d'un mec qui s'appelle Ren, qui est le bassiste de ce groupe. Tout va bien dans le meilleur des mondes, jusqu'au moment où Ren lui dit « Je suis désolée meuf, je vais me barrer à Tokyo ». Donc Nana est dévastée parce que, contrairement à Nana Komatsu, c'est pas un cœur d'artichaut, tu vois, elle tombe pas amoureuse tous les 4 matins. La relation qu'elle avait avec Ren, c'était vraiment une relation sérieuse. Ils étaient fous l'un de l'autre. Bref, du coup, le fait qu'ils se barrent à Tokyo, dans leur tête à tous les deux, ça met fin à leur relation, parce qu'ils n'envisagent pas tous les deux une relation à distance, et Nana est plus ou moins obligée de rester dans la ville dans laquelle elle est, je sais plus la ville exacte, parce que techniquement elle aurait pu partir à Tokyo, suivre Ren, mais en fait elle a pas du tout envie d'être la bonne femme au foyer, tu vois, son rêve c'est de devenir chanteuse pro, c'est vraiment un rêve qu'elle a. Elle se dit que si elle suit Ren à Tokyo à ce moment-là, en fait elle va forcément vivre avec lui, elle va forcément devenir la petite femme au foyer, lui faire des gosses, enfin ce genre de trucs, et du coup elle préfère rester dans la ville dans laquelle elle est pour pouvoir se construire par elle-même, loin de Ren. Du coup, ça met fin à leur relation. C'est triste, parce que on adore le couple Nana-Ren. On a une Nana Osaki, qui, elle, a beau vivre une histoire d'amour très très forte, malgré tout, elle n'a pas du tout envie d'être dépendante de cette histoire d'amour, et c'est son désir à elle. Alors qu'on a d'un autre côté Nana Komatsu, qui, elle, a tendance à subir la situation, tu vois. Elle subit les choses, elle suit les gens. On est sur 2 profils complètement différents. J'adore, j'ai très hâte de lire le tome 2. Juste une petite précision, parce que du coup j'ai dit que moi je l'ai découvert en 5e, il y a de la fesse, il y a de la fesse, et on voit des tétés. Je précise parce que du coup, ça peut en déranger certains, je comprends. Voilà, tu es prévenue. Je viens de finir le tome 2, toujours trop bien. En fait, je vais quand même te parler de ce qui se passe dans le tome 2 parce que c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet de l'histoire, tu vois. Parce que dans le tome 1, ça faisait très 2 filles qui vivent des romances séparées, tout ça. Sauf que Nana, c'est pas ça, en tout cas, c'est vraiment pas que ça. Donc, ici, on est au moment où, comme je te disais dans le tome 1, les 2 nanas, ne vont pas à Tokyo alors que leur mec va à Tokyo, et elles décident de passer encore 1 an dans leur ville d'origine pour aller à Tokyo 1 an plus tard. Du coup, ici, on est 1 an plus tard, ça y est, elles prennent le train, du coup, toutes les deux, pour aller à Tokyo, et coïncidence, je ne pense pas. Elles se retrouvent dans le même train, assises l'une à côté de l'autre. Et en fait, le voyage, alors que pour aller à Tokyo, normalement c'est 2 heures de trajet en train, là il neige tellement qu'en fait le train est ralenti énormément, et elles se retrouvent coincées pendant 5 heures dans ce train à raconter leur vie respective. Enfin, en tout cas, c'est plutôt Nana Komatsu, donc elle, qui raconte sa vie à Nana Osaki, mais Nana Osaki, elle s'ennuyait, donc du coup elle est très contente de ça. Une fois qu'elles arrivent à Tokyo, Nana voit son copain Shoji, donc elle court dans ses bras, et elle aurait bien aimé prendre le numéro de téléphone de Nana Osaki, mais elle a pas eu le temps de le faire, et du coup, une fois qu'elle se retourne, après avoir fait des gros câlins à son amoureux, il y a plus Nana Osaki. Elle a perdu, dommage, parce qu'en vrai, elle aurait voulu garder le lien avec cette fille-là. Peu de temps plus tard, alors que Nana Komatsu va visiter un appartement, parce qu'il faut bien qu'elle se loge, tu vois, le deal c'était pas d'aller vivre chez son copain, tu vois, c'était vraiment d'être indépendante, c'était ce que lui voulait pour elle. Nana Komatsu, elle fait pas ce qu'elle veut, elle a tendance à vachement suivre la vie des autres, et c'est ce qu'elle fait là en l'occurrence, et alors qu'elle va visiter cet appart, elle recroise Nana Osaki qui visite le même appart. De là, elles se disputent en mode non mais c'est moi qui veux l'appart, non c'est moi. Donc il se trouve que l'appart a 2 chambres, que toutes les deux ont pas beaucoup d'argent, et que du coup elles décident de se mettre toutes les deux en colocation, et de là va naître une formidable histoire d'amitié. Donc dans ce tome 2, on est à ce niveau-là de l'histoire, donc on est au niveau où elles commencent leur vie de colocataires, mais c'est vrai que moi ce qui me plaît c'est vraiment la relation entre chaque personnage, les amitiés qui lient tous les
personnages entre eux. J'ai adoré redécouvrir le deuxième tome de Nana. Pour moi, c'est vraiment là que commence l'histoire et j'adore. C'est toujours plein d'humour. Je l'ai pas dit dans le tome 1, mais c'est déjà présent dans le tome 1. Aya Wazawa, l'autrice, du coup, elle met souvent des brisages de quatrième mur. Ouais, bon, si tu dis ça, nos lecteurs vont commencer à se lasser. Enfin, tu vois, elle brise souvent le quatrième mur. C'est très très drôle. Globalement, c'est drôle, c'est réaliste. C'est-à-dire que les conversations, il y a aucun moment où tu te dis, tu pourrais pas avoir ce type-là de conversation dans la vraie vie. Nana Komatsu, elle me fait mourir de rire avec sa vie fantasmée. Là, elle commence à imaginer Sachiko, qui est genre potentiellement la meuf avec qui son mec la tromperait. Mais en fait, il y a aucun signe que son mec la trompe et elle est juste dans sa tête en mode elle a créé ce personnage, tu vois, il n'existe pas, elle a vraiment créé dans sa tête et elle est vraiment trop drôle avec ce personnage. J'ai adoré, je préfère le tome 2 au tome 1. Bah moi, ce que j'aime, c'est vraiment la relation, comme je dis, d'amitié qui lie tous les personnages entre eux, d'autant plus Nana et Nana, du coup. Nana qui, ici, et à partir de maintenant, je vais l'appeler comme ça, s'est fait surnommer Hachiko, parce qu'en gros, Nana Ozaki a décidé que Nana Komatsu était semblable à un chien. Elle dit un truc du genre, ouais, tu me suis partout, t'es fidèle, attachante, mais t'as toujours besoin qu'on prenne soin de toi, t'es exactement comme un petit chien et tout. En fait, il se trouve que Nana, ça veut dire 7 en japonais, entre autres, ça veut dire d'autres choses, mais ça veut dire entre autres 7. Et il se trouve que Hachi, ça veut dire 8. Et en plus de vouloir dire 8, c'est aussi comme ça que se nommait un chien hyper célèbre au Japon, il se nommait Hachiko. Et du coup, bah, ça fait un double jeu de mots, tu vois. Du coup, à partir de maintenant, quand je parle de Nana, je parlerai de elle. Et quand je parle de Chiko, je parle de elle. Je passe maintenant à ma lecture du tome 3. Voilà, je te préviens. Oh, je me souvenais pas que c'était comme ça qu'elle rencontrait Shin. Shin. Oh non. C'est le début des emmerdes. Je me souviens très bien de cette intrigue-là. Il y a un nouveau personnage qui apparaît et c'est caca. C'est tout ce que je dis. Voilà, j'ai fini le tome 3 du coup. Même si ce tome me brise le cœur, je l'aime beaucoup. Je crois que pour l'instant c'est le tome 2 que j'ai préféré parce que bah la rencontre, tout ça. Mais celui-là est vraiment hyper intéressant. Disons que dans le tome 2 en tout cas, on aurait dit qu'elles avaient vraiment le cul bordé de nouilles. Tu vois, elles avaient de la chance, c'était vraiment genre le destin était de leur côté. Et bah là, ça redescend un peu, voire beaucoup. On rencontre un nouveau personnage qui est essentiel dans la suite de l'histoire. Donc je suis très contente que je me souviens plus du tout en plus que c'était comme ça qu'elle le rencontrait. Et j'adore ce personnage, moi personnellement, je le trouve hyper attachant, hyper touchant. On commence ici vraiment à aborder des thèmes difficiles. Je trouve que dans les tomes précédents, on comprenait qu'on allait aller là-dedans, mais là c'est encore plus vrai. On est vraiment sur des thèmes sérieux, pas faciles à aborder, et malgré tout ça reste hyper drôle grâce au caractère des personnages, du coup c'est trop cool. Et c'est parti pour le tome 4. Il faut que je me trouve un mâle. C'est un personnage qui dit ça à un moment donné au KLM. J'adore. Alors, on est quand même sur une meuf qui se dit hétéro. En tout cas, elle remet jamais vraiment en question son orientation sexuelle. Mais cette meuf est complètement jalouse de la relation qu'a sa bestie, tu vois, sa meilleure amie, avec une autre fille. Une relation amicale, hein. Faudrait peut-être se poser des questions. Hein. Ouch. Là, on est sur un cas de grossophobie, hein. On n'aime pas beaucoup ça, hein. J'aime beaucoup ce tome, pourquoi ? Parce que je trouve que dans les tomes précédents, on se concentre quand même beaucoup plus en profondeur sur Hachi, du coup. Et que là, d'ailleurs, la couverture est très bien choisie, pour le coup. D'ailleurs, on parlera des couvertures tout à l'heure. Je trouve que ici, on se concentre beaucoup plus sur Nana Osaki. Enfin. Et du coup, ça me plaît vraiment, parce que, j'adore, moi, son personnage. J'aime tous les personnages, hein. J'ai vraiment pas de personnage préféré. Je les trouve tous intéressants pour l'instant, en tout cas. Mais ouais, ça me manquait d'en savoir plus sur Nana. On se concentre beaucoup plus sur elle que sur Hachi et ça fait plaisir. En ce qui concerne aussi le personnage d'Hachi, on commence à voir une certaine maturité chez elle qu'elle n'avait absolument pas avant. C'est-à-dire qu'avant, elle était vraiment concentrée sur son nombril. Elle était vraiment centrée que sur elle-même. Et là, on sort un peu de ce truc-là, elle évolue un petit peu et c'est très appréciable. C'est-à-dire qu'elle commence à faire des choses pas seulement par pur égoïsme, mais beaucoup plus par altruisme. Et c'est vachement cool parce que c'est vrai que tu sens cette évolution, mais doucement, tu vois. D'ailleurs, elle passe d'abord par une grosse phase où elle craque complètement, où elle fait des trucs même douteux, hein, tu vois. Et en fait, ce craquage-là va mener à du mieux chez elle. Tu vois, tu sens que ce craquage-là, tu vois, elle en avait besoin pour se remettre en question, et ça fonctionne super bien. Ouais, j'aime beaucoup ce tome. Oui, je disais que j'allais reparler des couvertures. Je ne comprends pas le rapport, la plupart du temps, entre la couverture et ce qui se passe dans l'histoire. Là, je trouve qu'elle est bien choisie, pour le coup. Je trouve qu'elle représente plutôt bien ce qu'il y a, mais c'est une exception. Vraiment, la plupart du temps, je suis là. Moi, je les trouve très belles, hein, les couvertures. À chaque fois, je suis là, oh, elles sont trop belles. Mais je me questionne à chaque fois, je suis là, mais
ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a dedans. J'ai fini le tome 5. Bon, aucun suspense. Encore une fois, j'ai beaucoup aimé ce tome-là. Notamment, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'on rentre vraiment dans le quotidien d'un groupe de rock. Et je trouve ça super intéressant. Et dans mes souvenirs, ça va être de plus en plus ça. Et moi, j'aime beaucoup ça dans Nana. Donc ça me plaît beaucoup parce que c'est vrai que jusqu'à présent, on était beaucoup plus justement dans le quotidien de Hachi, qui elle n'a rien à voir avec ce milieu-là. Du coup, on introduit quelques nouveaux personnages qui sont en gros issus d'un autre groupe de musique. En ce qui concerne Hachi, franchement, son cœur d'artichaut, là, il a commencé à un petit peu me saouler. Des fois, elle a un comportement. En gros, là, t'as quand même un mec qui dit à Hachi au calme, tu vois, t'es une fille bien parce que tu fais bien la cuisine. Et elle est heureuse. Tu vois, elle se dit pas attends, est-ce que t'es en train de dire que ma seule valeur en tant que personne, c'est de bien faire la cuisine? Non, elle est juste hyper heureuse et en mode c'est le meilleur compliment qu'on lui ait jamais fait de sa vie, tu vois. Bon, après, elle est comme ça, notre Hachi, avec son cœur d'artichaut. Et on l'aime comme ça, on l'accepte. Mais quel connard! En fait, je suis passée au tome 6. Dis, Nana, pourquoi est-ce que réaliser un rêve et être heureuse sont deux choses si différentes? Je ne comprends toujours pas. Oui, bah je te dis une petite citation parce que en fait, il y a ce genre de truc à chaque fois, à la fin de chaque chapitre, il y a de ce genre de petites citations là. Ça, c'est typiquement le genre de choses que quand j'étais au collège, j'avais carrément dans mon agenda, j'avais carrément les phrases marquées, enfin tu vois, les phrases issues de Nana, écrites de partout. J'avais des posters où j'avais écrit les phrases de Nana, je les avais écrites sur ma trousse. Et comme ça, t'en sais un petit peu plus sur moi quand j'étais au collège. Tu m'as rien demandé, mais c'est cadeau. Ne me remercie pas. Mais c'est mon travail. T'as un des personnages qui est prostitué et il répond ça quand on lui demande mais quand est-ce que tu vas arrêter de faire ça? Et lui il répond mais c'est mon travail, comme ça. Je trouve ça génial. J'ai fini le tome 6, encore une fois j'ai adoré. J'ai trouvé ce tome plus profond que les autres dans le sens où je trouve qu'il rajoute énormément de complexité dans les relations entre les différents personnages, que ce soit amoureuses ou amicales. J'ai trouvé ça hyper intéressant. À la fin, j'ai failli verser ma petite larme. Il y a énormément de choses qui nous sont révélées à propos du passé des personnages qu'on suit dans Nana. Dans ce tome-là, on revient à être hyper concentré sur Hachiko, beaucoup plus que les autres personnages, qui est complètement perdue dans sa vie en général, tu vois. Elle est larguée là. Et c'est intéressant parce que moi, j'aime toujours quand il y a des remises en question de personnages. Elle avait déjà fait un travail à ce niveau-là, mais là, on sent que encore plus. Ouais, tu vois, c'est ce que j'aime aussi dans Nana, c'est que tous les personnages sont profondément humains. Ils sont faillibles, ils font des erreurs, ils font des actions que eux-mêmes ne comprennent pas spécialement, qu'ils peuvent regretter. Et j'adore ça. Je trouve que Ai Wazawa, elle est vraiment douée pour parler de la complexité de l'humain, tu vois. Et donc ça me plaît beaucoup. Non, j'ai encore beaucoup aimé ce tome-là. Je vais être très rapide sur ce tome 7. J'ai beaucoup aimé ce tome, mais j'en ai pas grand-chose à dire. Il y a pas quelque chose qui m'a marqué dedans par rapport à d'autres. Mais je l'aime tout autant, Je l'aime pas moins. Mais ouais, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Je continue avec le tome 8, qui sera, pour le coup, c'est sûr, le dernier pour aujourd'hui, parce qu'après j'ai des trucs à faire, donc pour le coup, je ne vais pas aller plus loin. C'est déjà vraiment pas mal et ce sera la seule journée où j'irai autant. Les autres jours, on va lire un petit peu moins quand même. Mais what? Alors, je savais que ça allait arriver ce truc-là, mais déjà je savais pas que c'était aussi tôt. Et what? Je savais et pourtant ça me surprend. En tout cas, j'adore le premier chapitre. Pour l'instant, j'ai pas lu plus que ça. Parce que pour la première fois depuis le tome 1, on est réellement du point de vue de Nana Osaki. Parce que même quand je t'ai dit dans, je sais plus à partir de quel tome, où on était beaucoup plus concentré sur son histoire à elle, on restait sur, tu sais, les petites citations là dont je te parlais là, en fin de chapitre là. Bah c'était quasiment toujours dit Nana. Et quand c'est dit Nana, c'est Hachi qui parle. Et là, pour une fois, on est sur dit Hachi. Tu sais que c'est Nana qui parle. On est vraiment de son point de vue à elle. C'est très courant. C'est quasiment tout le temps en réalité que tu as des personnages qui parlent, tu as des bulles, et en fait, en dessous des bulles, tu as un texte qui est écrit et c'est les pensées du personnage. Et t'as ça, tu peux avoir ça avec tous les personnages, tu vois. Et c'est souvent assez humoristique, tu vois. C'est genre en mode, il dit un truc et puis en dessous, il est, on pense jamais à moi de toute façon. Enfin, tu vois, des trucs un petit peu comme ça. C'est très bien fait. J'adore Nana aussi pour ça. Et d'ailleurs, j'en ai pas parlé pour l'instant, mais j'adore le dessin. Mais aussi, surtout, j'adore sa mise en scène. C'est-à-dire que je trouve l'enchaînement des bulles souvent hyper pertinent. Je suis énervée. Il se passe un truc avec Hachi, et t'as un mec, monsieur connard, voilà, disons, le mec, Hachi, elle lui a rien demandé. Et lui, il arrive, et il est là, ouais, c'est moi qui décide comment ça va se passer dorénavant, gna gna gna, t'as pas ton mot à dire, c'est moi qui décide, mais ta gueule en fait, elle c'est une adulte, elle est assez grande pour prendre ses propres décisions toute seule en fait, mais ta gueule juste, oh, qu'est-ce qui m'a saoulée. Genre, on lui demande même pas son avis, c'est pas en mode
Est-ce que tu aurais besoin éventuellement, dans la situation dans laquelle t'es, que je prenne des décisions à ta place parce que tu ne te sens pas capable de les prendre? Est-ce que tu aurais besoin de ci, Non, c'est ta gueule, c'est moi qui décide. Hachi, elle supplie qu'il ne fasse pas un truc en particulier. Qu'est-ce que le mec il fait? Bah bien évidemment, il fait le truc que Hachi elle lui dit non mais faites surtout pas ça, surtout pas. Elle se met à pleurer pour qu'il le fasse pas et lui en mode ta gueule, je fais ce que je veux, tu vois. Non! Ce tome-là, le tome 8, il est incroyable. J'ai fait les montagnes russes tout le long, c'est-à-dire que j'étais pas bien, mais j'ai adoré parce que je suis maso, voilà, vous le savez. Et je vais arrêter de lire parce que déjà j'ai d'autres choses à faire de ma vie et en plus de ça je sature complètement. À demain. Salut toi. Finalement je vais pouvoir beaucoup lire aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui je vais pouvoir lire 4 tomes, je vais avoir à peu près 4 heures où je peux lire, 2 heures ce matin, 2 heures ce soir. C'est parti pour le tome 9. Un comme ça au KLM, tranquille. Je le déteste. Je hais ce personnage, mais vraiment. Bon, du coup, trigger warning, en tout cas dans le tome 9. J'ai fini le tome 9. Ah bah alors, du coup, le début est horrible. Mais après, ça va, et après, j'aime bien. Par contre, je l'ai trouvé assez triste quand même. En plus, moi, j'ai un petit peu un gros pincement au cœur, parce que j'ai l'impression qu'en tout cas, en ce qui concerne le personnage d'Hachi, elle est en train de sacrifier tous ses rêves. Et ouais, ça me fait un pincement au cœur. Parce qu'on l'aime, Hachi, donc c'est triste, voilà tout. J'ai fini le tome 10, j'ai pas énormément de choses à dire sur le tome 10, en fait je m'attendais vraiment à ce qui se passe dans tout ce tome, donc pas grand chose à dire. Je suis peut-être un petit peu triste parce que Nana et Hachi elles se sont pas du tout croisées de tout le tome, et leur relation à toutes les deux ensemble, tu vois, leur rapport à toutes les deux, m'a manqué en fait. Et comme je te disais hier que tu vois, les couvertures, elles avaient aucun rapport avec le tome, là on est quand même sur une couverture où on a Nana et Hachi ensemble, alors que comme je t'ai dit, elles se croisent pas du tout de tout le tome. Et d'ailleurs c'est assez marrant parce que je ne vois pas à quoi ce moment-là peut faire référence, tu vois. Après, je pense en fait que le truc qui a été voulu avec les couvertures, c'est de prendre juste des moments de vie quotidienne. Peut-être c'est juste ça, la volonté. Je ne sais pas. Donc, je vais passer maintenant au tome 11. J'ai fini le tome 11. Est-ce que je vais être pertinente sur ce tome? Non, non, non. J'ai beaucoup aimé ce tome, encore une fois. Il est beaucoup plus long que les autres tomes. Les autres tomes faisaient à peu près le même nombre de pages. C'est pas le cas de celui-là. Mais je l'ai pas ressenti. Il est trop bien. J'ai rien d'autre à dire de plus. Si, en vrai, si. J'ai un petit peu peur pour la suite. J'ai presque envie de m'arrêter là et me dire, ok, je m'arrête là. On se débrouillera avec la suite demain. Mais non, je vais lire le tome suivant. Parce que j'aime me faire du mal. Oh, mais qu'est-ce qu'elle est mignonne. Oh, mignonne. Je peux pas te dire qui, mais toute choupie, un petit personnage là. On l'aime. J'aime beaucoup ce tome 12. On a Hachi qui, au début du tome, fuit une rencontre qui semble être inévitable. Et ce truc-là la rattrape à la fin du tome. J'ai trouvé ça super bien fait. En termes de relations humaines, je trouve que chaque tome est au-dessus que le précédent. Du coup, c'est trop bien. Après, ça paraît évident parce que tu connais de plus en plus les personnages, tu connais de plus en plus la profondeur de leur caractère, tout ça. Donc forcément que c'est de plus en plus intéressant à ce niveau-là. Mais ouais, pour moi, franchement, j'avais peur d'être déçue. Tu sais, des fois, quand tu veux retourner dans des trucs que t'as lu ou que t'as vu quand t'étais enfant et t'as cette peur de te dire mais ça se trouve c'est quand j'étais enfant je trouvais ça incroyable, en fait c'est de la merde, et Nana clairement pas du tout, vraiment c'est trop bien. Par contre je me questionne quand même parce que je pense que pour moi c'est pas forcément à mettre dans des mains d'enfants, tu vois. Moi je l'ai découvert en 5e, peut-être que lycée ça peut passer, même si je pense qu'on ne comprend pas la profondeur du truc à ce moment-là. Par contre collège, vraiment je conseille pas du tout Nana pour le collège, je trouve que c'est pas du tout même approprié. Je l'ai fait moi-même, je ne savais pas que c'était pas approprié. On est vraiment sur des relations qui sont pas saines du tout, et je sais pas à quel point en étant au collège on peut prendre du recul là-dessus, tu vois. Non, je conseille pas du tout niveau collège, tu vois. À la limite à partir du lycée. Je suis au tome 13. Je n'ai pas la jaquette du tome 13 parce que j'ai acheté sur Momox. Momox, des fois c'est des très bonnes affaires, plein de fois moi je me suis fait complètement arnaquer. Genre j'ai eu des épreuves non corrigées par exemple, sachant que c'est complètement illégal de vendre des épreuves non corrigées, et j'ai eu des épreuves non corrigées en commandant sur Momox. Parmi les nombreuses joyeusetés que j'ai eues avec Momox, c'est-à-dire que j'ai commandé 2 mangas sur Momox parce que j'avais tous les autres. Tous les autres mangas, c'est des mangas que j'avais quand j'étais du coup à l'époque, que j'ai récupéré chez ma mère du coup. Mais il m'en manquait 2 tout simplement parce que j'avais une amie qui les avait aussi, et en fait moi je les ai découverts chez cette amie et j'ai acheté au fur et à mesure à l'époque, mais il y en a certains que j'avais pas acheté tout simplement. Du coup j'ai commandé les 3 sur Momox. Sur les 3 j'en ai reçu 200 jaquettes. Voilà.
Super. Ça me fait chier parce que du coup, je ne sais pas comment je vais pouvoir acheter les jaquettes toute seule. Donc ça veut dire que probablement je vais devoir me racheter le manga dans sa totalité pour pouvoir avoir la jaquette, sachant que je ne vois pas à qui je vais pouvoir revendre du coup mes versions sans jaquette. Du coup, ça me fait chier. Et je vais devoir faire avec et je sais pas comment je vais remédier à ce problème. Voilà, joie. De temps en temps, l'achat sur internet de livres d'occasion, c'est que du bonheur. De temps en temps, on a quelques petites déconvenues comme ça. Et Vinted, n'en parlons pas, ne rentrons pas dans le sujet du Vinted parce que j'ai eu beaucoup plus de mauvaises surprises que de trucs corrects sur Vinted. Maintenant que j'ai fini sur cette petite aparté, on va parler du sujet qui fâche. Il faut qu'on parle du cas de cet enfoiré de connard de merde. Prends des popcorns parce que ça va durer longtemps. On a un personnage qui est un gros connard de merde, en plus d'être complètement tyrannique. Et on a un autre personnage qui sort avec ce fils de chien. Le personnage en question se fait une première fois. Je comprends la réaction du personnage en question, car à ce moment-là, elle est dans un état d'extrême choc. Avant même que se produise cet acte, elle était déjà dans un état d'extrême choc. Donc je comprends sa réaction. Elle est presque dans un état second où elle est hors de son corps et où elle est, spectatrice de ce qui se passe dans sa vie et du coup, ok. Je comprends même sa réaction après coup parce que elle a une réaction de déni et je la comprends. Au vu de toutes les actions, de tous les mots, de tout ce qui s'est passé, je comprends sa première réaction face à ce premier. Sauf que, ça arrive encore une fois ici dans ce tome-là. L'autre connard la encore. Or, à ce moment-là, elle n'est plus du tout dans le même état d'esprit que la première fois. Elle est même dans un état d'esprit de rébellion, de ne plus se laisser faire. Avant, l'acte, c'est son état d'esprit, c'est de là où elle part. En gros, elle va à une soirée, son mec la voit, son mec est pas content qu'elle soit à cette soirée, il va la voir en lui disant t'as rien à faire là, rentre chez toi, et elle lui répond, à ce moment-là, je fais ce que je veux, en fait, j'ai besoin d'être à cette soirée, il y a quelqu'un d'important qui est à cette soirée, enfin je dois être là pour cette personne, donc en fait, je fais ce que je veux, et si t'es pas content, je te quitte. Gros connard. C'est moi, bien évidemment, qui ai ajouté le gros connard, mais en gros, elle est dans ce mood-là. Et effectivement, elle reste à cette soirée, à partir de là, elle fait ce qu'elle veut, son mec la calcule plus, sauf qu'à la fin de la soirée, elle a décidé qu'elle voulait aller dormir avec sa bestie. Parce que ça fait longtemps qu'elles se sont pas vues, et elles ont envie, toutes les deux, de dormir ensemble, et de passer un moment ensemble pour papoter, parce que ça fait longtemps qu'elles se sont pas vues. Son mec, à ce moment-là, va la voir, et lui dit, non, en fait, tu vas me suivre, il faut qu'on parle. La meuf en question lui répond, ok, je veux bien qu'on parle, y a pas de problème, par contre après je reviens dans la chambre et je dors avec ma pote. Ok. Le mec profite du il faut qu'on parle pour l'isoler dans une autre chambre et elle dit qu'elle le laisse faire parce que c'est plus facile comme ça. Voilà, c'est son excuse, je ne fais rien, je ne dis rien, c'est plus facile comme ça. Ok. Et une fois que c'est fait, alors qu'elle était pourtant sur une impulsion pour pouvoir le quitter, et que ce truc-là aurait dû être la goutte d'eau, enfin je dis la goutte d'eau, mais bien évidemment on sait très bien que c'est pas anecdotique, c'est pas un tout petit truc, c'est un énorme truc. Quand on dit la goutte d'eau, souvent on dit le petit truc qui... Non, là c'est un énorme truc. Mais en tout cas c'est le truc de trop. Voilà, c'est ce que je veux dire, c'est le truc de trop. Ça aurait dû lui donner encore plus d'impulsion pour partir du coup. Et là le mec est en mode ouyouyou, je suis plus énervée, je suis de bonne humeur parce que j'ai ken sans ton consentement. Voilà, ça m'a rendu de bonne humeur. T'es sûre tu veux me quitter? Parce que tu vois, là, je suis de bonne humeur. Et elle est là. Ouais, non, en fait, non. Non, j'ai réfléchi et non, c'est très bien comme ça. À quel moment? Sachant que pour lui, le gros connard en question, ce qu'il a commis les 2 fois, c'est pas du tout des... C'est juste un petit peu désagréable pour la meuf, il s'en rend compte. D'ailleurs, pour la première fois, il s'était excusé en disant « Oh, désolé, ça a dû être un petit peu brut pour toi parce que du coup, on a dû passer les préliminaires. » Et bon, c'est toujours plus agréable pour une meuf quand il y a des préliminaires. Donc désolé. Voilà, lui, c'est sa façon, c'est comme ça qu'il voit ses il les voit comme ça. Non! Enfin, je te dis non, mais en fait, dans la vraie vie... C'est vrai qu'il y a beaucoup de mecs où c'est le cas, où ils ont clairement commis des vols et dans leur tête c'est pas du tout le cas. Donc ça c'est très bien fait pour le coup. Par contre, elle est bien consciente que c'est un elle est pas dans le déni. C'est pas fini parce que le lendemain, ils passent tous les deux un petit moment tout mignon en amoureux, pour le coup là, il y a aucune violence, c'est tout mignon, tout plein, enfin voilà, un petit moment en amoureux. Et elle est en mode, en fait, je l'aime avec ses qualités et ses défauts, car quand même, souvent, on passe de bons petits moments. Bon, déjà, c'est pas si souvent que ça, parce que le mec est absent la plupart du temps, déjà. Mais non! Barre-toi! Oust! Va-t'en! Et attends, c'est pas fini!
c'est pas fini si tu pensais que c'était fini. La conclusion de la meuf, c'est aujourd'hui, je suis heureuse. Demain, probablement que je ne serai pas heureuse. Mais le surlendemain, je serai heureuse. Et ça me convient. C'est comme ça que j'ai envie de vivre ma vie. Non! Non, non, non! Non, 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 non. Sinon, à part ça, j'ai bien aimé ce tome. À part le moment gros connard de merde, il y a plein de moments que j'ai trouvé hyper léger, drôle, intéressant. Si, il y a un autre personnage qui m'a saoulée dans ce tome-là. Un personnage qui est actrice porno. Elle m'a pas saoulée parce qu'elle est actrice porno, ça au contraire, tu vois, je trouve ça assez intéressant d'introduire ce type-là de personnage. Mais le personnage en question, elle est, mais détestable. Elle est dans une espèce de chantage affectif, mais constamment. Je la déteste. Je l'aime pas. Voilà, j'en ai fini avec le tome 13 et j'en ai fini avec ma journée de lecture de Nana. Je vais m'arrêter là. Est-ce que s'arrêter sur un tome 13 c'est une bonne idée? Je ne sais pas. Mais est-ce que je suis superstitieuse? Absolument pas. Donc on s'en bat les ovaires. À demain. Salut toi. Aujourd'hui j'ai absolument pas lu. Je vais absolument pas lire de toute la journée. J'ai d'autres choses à faire. Mais je viens quand même te parler de Nana malgré tout, parce que hier et avant-hier, du coup, j'ai eu 4 heures de transport en commun. Du coup, j'ai eu le temps de lire 4 tomes. J'ai lu le tome 14, le tome 15, le tome 16, enfin, j'ai lu le tome 17. Je me souviens plus trop dans quel tome se passe quoi, donc du coup je vais donner mon avis sur les 4 tomes. Je crois que le tome 14, bizarrement, je crois que c'est le seul tome depuis le début que j'ai pas trop aimé, dans mes souvenirs. J'étais pas... Alors sans le trouver nul, tu vois, et je saurais même plus dire pourquoi du coup, parce que j'ai mélangé un peu tous les tomes ensemble, mais mon ressenti, je crois que c'était que j'ai beaucoup moins aimé celui-là par rapport à tous les autres. Donc sur ces 3 tomes-là, si tu veux, on revient dans le passé d'un des personnages, on apprend énormément de choses sur son passé, mais son passé revient dans le présent. C'est très intéressant. En plus, c'est fait vraiment de façon un petit peu enquête et tout. Donc du coup, t'as un petit peu ce côté de... Je veux en savoir plus en fait. Parallèlement, on est aussi intrigué par le futur des personnages, puisque quelquefois on a des scènes dans le futur et on comprend qu'il y a un mystère, mais on comprend pas tout à fait ce qui se passe. Enfin, voilà, c'est très intriguant ce niveau-là aussi. Puis on revient complètement dans le présent. Tous nos personnages grandissent à leur façon. Ouais, il y a une certaine maturité qui concerne tous les personnages, qui arrivent à prendre du recul sur des choses sur lesquelles ils prenaient pas du recul par ailleurs, qui prennent des responsabilités qui fuyaient jusqu'à présent. Enfin voilà, ce truc-là, l'évolution des personnages dans ces 3 tomes est très intéressant pour tout ce que je viens d'énoncer. Je te quitte parce que du coup je vais pas lire aujourd'hui et je reviens demain. Demain probablement que je finirai la saga Nana. J'ai trop hâte. Salut toi! C'est probablement le dernier jour de ce vlog. J'aurai lu Nana en 4 jours. Je n'avais pas prévu de lire aussi rapidement, mais je suis contente parce que j'ai d'autres projets et d'autres trucs à lire. Donc en vrai, je suis très contente. Je viens de finir le tome 18 de Nana. Ouin, c'est mon ressenti sur ce tome. Il y a un personnage qui se fait coincer pour un truc, mais alors stupide. Et ça remet en question tout. Absolument tout. Toute la vie de nos personnages. Ouin. Je te laisse, j'enchaîne parce que du coup je veux savoir ce qui va se passer par la suite, parce que là c'est le caca. Pfiou. Je viens de finir le tome 19. J'avais pas du tout envie que ça en arrive là pour 2 personnages, mais voilà, on n'y peut rien. Voilà, c'est comme ça. C'est bientôt la fin, il reste plus que 2 tomes et j'ai un peu peur parce que je me souviens très bien, alors très bien de la frustration que l'histoire soit pas finie, parce que je rappelle que le tome 21, c'est pas le dernier tome, enfin c'est le dernier tome qui est sorti, mais c'est pas la fin, c'est pas la conclusion de la saga. J'appréhende d'arriver à ce stade et d'être encore frustrée. J'ai fini le tome 20 et le tome 21 parce que j'ai complètement oublié, une fois que j'ai fini le tome 20, j'étais tellement prise dedans que j'ai complètement oublié de venir t'en parler. Ce tome est horrible, j'ai pleuré, voilà, on a pleuré. Enfin, chialade, voilà, la chialade, complètement. Et puis en vrai, je me questionne, tu vois. Mais comme on n'a pas la suite, tu vois, avec la suite, peut-être ça répondra à ma question. Mais je me questionne de l'utilité d'avoir fait ce qui a été fait dans ce tome-là. Dans le sens où... Je peux pas trop en dire, sinon ça va spoiler. Comment je peux dire les choses sans que ça spoil?
Bon bah je peux pas exprimer ma pensée sans que ça spoil. Donc je ne vais pas exprimer ma pensée à propos de tout ça. Je vais essayer de faire une conclusion à tout ça. Là j'ai adoré. La saga Nana dans son entièreté, enfin dans l'entièreté qu'on a à présent, c'est pépite. C'est tellement humain. Les personnages ont l'air tellement vrais. Ils sont faillibles, ils font des erreurs, ils sont drôles. C'est très drôle Nana. Alors que techniquement pour moi c'est plus de l'ordre du drame dans le sens où... Enfin il se passe plein de choses graves tu vois. Ils relationnent avec des gens qui sont pas forcément toujours les bonnes personnes pour eux, voire avec des gens qui sont pas forcément toujours des bonnes personnes tout court, hein. On te voit gros connard, mais c'est juste en fait parce que c'est comme ça que fonctionne l'être humain, tu vois. En termes de relations humaines, c'est formidable. Je suis très contente, très contente d'avoir relu Nana, notamment dans mes souvenirs, par exemple, le personnage que j'appelle depuis le début de ce vlog gros connard, ce personnage-là faisait partie de mes personnages préférés. Qu'on soit bien d'accord, c'est un peu problématique de penser ça quand tu es au collège. C'est le personnage masculin le plus toxique qu'il y a dans toute la saga. Et moi, c'était mon personnage préféré. C'est formidable. Fort heureusement, c'est plus du tout le cas maintenant. Hein. Maintenant, je n'ai pas de personnage préféré. Je sais que tu vas me poser la question, plus Nana Osaki ou Hachi, je n'ai pas de préférence. Quand j'étais au collège, je crois que j'admirais Nana Osaki et je préférais Hachi. Ce qui est assez marrant, c'est qu'au collège, je m'identifiais beaucoup plus à Hachi qu'à Nana Osaki. Et maintenant, ce serait peut-être plus le contraire. J'ai absolument pas du tout le caractère de Nana Osaki. Que ce soit Nana ou Hachi, elles sont très possessives. Moi, c'est pas dans mon caractère d'être possessif. Par contre, ce qui me rapproche un peu de Nana Osaki, c'est que vraiment, j'ai décidé de poursuivre un rêve, tu vois. Et ce, depuis que je suis adolescente. Alors que Hachi, elle, son rêve, c'est d'être aimée. Elle a pas une envie particulière en termes professionnels. Elle a pas d'envie particulière autre que d'être aimée, en fait. Elles sont toutes les deux profondément humaines et touchantes. Elles font beaucoup d'erreurs. Mais elles se remettent en question. Même Nana, alors qu'elle a une fierté de ouf à la base, elle arrive de temps en temps à mettre de côté sa fierté pour faire ce qui est juste, tu vois. Du coup, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si elle t'a plu, je t'invite à laisser un petit emoji en rapport avec Nana. Voilà, une fraise, un chien, une clé, fleur de lotus, ce que tu veux, pour me dire que t'es resté jusqu'à la fin. N'hésite surtout pas, en plus de ça, hein, de m'avoir laissé un petit commentaire, c'est très gentil si tu l'as fait, à liker la vidéo, à t'abonner, à partager, et sur ce, des bisous.